Le mois dernier, dans l'émission de Louis Rukeyser, vous avez résumé votre philosophie d'investissement en disant qu'il fallait tout acheter et le garder pour toujours. Y adhérez-vous toujours à la lumière de ce que le marché a fait ou vous souhaitez modifier certains de vos propos maintenant? Alors, pour situer le contexte, celui à qui on pose la question, c'est John Bogle. John Bogle, c'est, on va dire, fondateur d'un fonds d'investissement très, très célèbre, Vanguard. Et donc, c'est un monsieur qui a une philosophie d'investissement qui a fait ses preuves. Donc, ce qu'il dit, ça vaut la peine d'être. Non, ma théorie n'est pas soumise au haut et au bas, aux pérégrinations des actions, aux pérégrinations imprévisibles des marchés boursiers. C'est ennuyeux à faire, mais je pense que l'idée de posséder le marché boursier est la meilleure approche de l'investissement en actions. Et peut-être que je n'ai pas été très clair à ce sujet. Je n'ai jamais pensé que les actions devraient être la seule solution à long terme pour un investisseur. J'ai moi-même environ 50% d'actions et 50% d'obligations, par exemple. Alors là, déjà, c'est un truc assez intéressant. Malgré tout le know-how que lui a concernant l'investissement en bourse, lui a quand même 50% seulement. Les autres 50% en obligations. Moi, vous savez que j'ai 100% de mon portefeuille en actions et plus de 99% sur une seule action. La question qui a soulevé ici, c'est la question du profit. Quelle est votre aversion au risque? Donc, managez votre portefeuille suivant votre aversion au risque. D'accord? Warren Buffett, par exemple, lui, il a 100% de votre. 100%, c'est peut-être pas vrai, mais une très grosse partie de son portefeuille en action. D'accord? Et sa méthode de garder du cash, la liquidité, ce n'est pas, il ne garde pas du cash, il garde ça en treasury bills. Ça, c'est des obligations. Je ne voulais pas dire 100%. Et donc, sinon, en fait, il ne garde pas ses actions en treasury bills, en obligations, parce qu'il veut investir dans des actions. Lui, c'est juste un moyen de garder du cash flux. D'accord? Voilà quoi. Donc, définissez votre profil d'investisseur et agissez en conséquence. John Paul, c'est 50%, 50%. Warren, c'est plus de 90% d'actions. Le reste, maintenant, il arrive des fois que Warren Buffett lui-même tienne beaucoup de cash. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cash, c'est en obligation. On peut croire que Warren Buffett est en train de faire du 40, 60, mais en réalité, non. Tout simplement qu'il est en train de garder du cash. Ce n'est pas 40% en obligation. C'est une manière de garder du cash. Lorsque je suis entré dans le métier en 1951 avec le fonds Willington, qui était, et je l'espère, sera toujours un fonds équilibré et conservateur, mais je pense que l'idée d'acheter et de conserver pour toujours, en essayant de faire des ajustements, exige que vous ayez bien fait les choses dès le départ. Et vous ne pouvez conserver que si vous avez bien acheté. Pour avoir une allocation d'actifs. Et là, il dit un truc assez important, c'est le hold forever. Est-ce qu'il faut acheter une action et la garder pour toujours? La réponse à la question, c'est ça dépend de comment vous avez acheté. Si vous avez acheté alors oui, vous pouvez acheter et garder. Quand nous disons pour toujours dans le jargon ici, ça ne veut pas dire pour littéralement, ça veut dire pour longtemps. Et à quel point longtemps? C'est suffisamment longtemps pour que la bourse reconnaisse la valeur du titre. On dit pour qu'il y ait une correction qui se fasse. C'est ça que nous appelons longtemps. Il y a quelque chose à voir avec le nombre d'années dont vous disposez pour accumuler de l'argent, quelles sont vos ressources, de combien de revenus avez-vous besoin et combien de courage avez-vous pour surmonter les pérégrinations du marché. Donc vous devez prendre tout ça en compte. Vous êtes le parrain des fonds indiciels destinés à l'investisseur moyen et ce questionneur souligne que les fonds gérés activement ont surperformé les fonds indiciels au cours des 2 dernières années. Faut-il essayer de faire du market timing? Que faire lorsque les fonds indiciels perdent de l'argent? Eh bien, comme je l'ai dit, mon ami Jim Glassman m'a cité dans son article d'opinion paru hier dans le Wall Street Journal. Avant même qu'il réponde à la question, je veux expliciter la question, c'est est-ce qu'il faut faire du market timing? Market timing, c'est quoi? C'est est-ce que je dois m'adonner à des exercices du genre? En quelques semaines, le cours de l'action va baisser de telle valeur et là, je vais acheter à tel prix. Et dans, je sais pas, 2 semaines plus tard ou un mois plus tard, le cours sera à peu près à telle valeur. Là, je vais acheter à tel prix.
Et donc, c'est à cette question qu'il faut essayer de répondre. Parce qu'il faut essayer de timer le marché, prédire le comportement du marché. Je cite, je ne me souviens plus où j'ai écrit, mais ça dit: je ne connais personne qui ait jamais réussi à timer le marché. Je ne connais même pas quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui ait jamais réussi à timer le marché. Et donc, là, sa réponse est claire, hein. Lui, hein, du haut de toutes ses compétences et de tout son réseau, tout son network dans le domaine de l'investissement, il ne connaît personne qui a réussi à timer le marché, à prédire le marché. D'accord? Donc, moi, je l'ai dans le groupe plusieurs conversations où des gens se croient qu'ils peuvent comment pas. Faites attention. Ça, c'est des pros qui vous parlent. Lui, c'est même pas un pro. Lui, c'est un niveau Dieu dans le domaine de l'investissement. Lui, il vous dit que lui ne sait pas le faire. Un, lui, il ne sait pas le faire. Un. Et deux, lui, il ne connaît personne qui sache le faire. Et c'est pas que lui seul qui le dit. Allez demander à Warren Buffett, mais lui, sa réponse est encore plus radicale. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui croient qu'ils sont des experts et qu'on sort. Bon, le temps nous dira. L'année dernière, ces 2 dernières années en fait, l'indice S&P a surperformé environ la moitié des fonds. Un peu moins l'année dernière et juste la moitié cette année. Je ne considère pas ça comme un signe significatif à long terme du tout. Tout d'abord, le nombre de fonds n'est pas une statistique pertinente. Nous l'utilisons parce que c'est pratique, mais si vous avez quelques petits fonds qui marchent bien, ils comptent autant que quelques gros fonds. La réalité est que peu importe ce que les statistiques vous disent, les fonds indiciels gagnent toujours. Je dis ça parce que l'index fournit un rendement équivalent à un marché et tous les investisseurs obtiennent par définition le rendement du marché lui-même moins les coûts. Les statistiques ne rendent donc pas compte de l'avantage de l'indice. Il sera corrigé l'année prochaine ou l'année suivante et d'ailleurs, si vous regardez les 15 dernières années, en comptant ces 2 dernières années, les indices ont surperformé environ 75% de tous les gestionnaires actifs. Et donc, ici, il évoque un point assez intéressant, c'est l'avantage comment on dit, des indices. On est d'accord? Comme je le dis toujours, je ne suis pas le seul à le dire, c'est si vous ne savez pas investir en bourse, on est d'accord, et investir dans les indices. D'accord. Maintenant, vous allez me dire, la BRVM Composite, ce n'est pas possible pour le monde d'investir dans la BRVM Prestige. Mais le contenu de ces indices-là, nous les connaissons. D'accord. Vous pouvez tout simplement acheter toutes les actions qui composent cet indice-là avec on dit, la même répartition, la même composition. Parce qu'il y a une question de barème. D'accord. Dans les indices, toutes les actions n'ont pas nécessairement les mêmes poids. Donc, vous n'avez qu'à mimer cet ensemble-là, ce portefeuille-là, pour en fait, on va dire, acheter les indices. C'est complètement faisable. Donc, voilà quoi. Quelqu'un voudra bien prendre des notes ici car nous allons passer du général au très spécifique. Au cours des 15 derniers mois, j'ai investi 1 200 $ par mois dans des fonds communs de placement Schwab. Il ou elle ne me dit pas quels sont les fonds Schwab. Dans lesquels je devrais continuer à investir ou y a-t-il un meilleur endroit où investir cet argent actuellement? Loin de moi l'idée de m'attirer des ennuis avec Monsieur Schwab, et j'en ai déjà. Mais en laissant de côté le fait, vous savez, la variété incroyable de fonds communs de placement qui pourraient être achetés sur n'importe quel type de marché, de fonds communs de placement comme chez Charles Schwab, mais la réponse est oui, continuez à investir. Je vous l'ai dit, particulièrement à ce jeune officier vraiment pétrifié par cette baisse du marché, que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée si vous y pensez logiquement. Ben voilà. Quelqu'un qui achète et le coût de son action a plombé tout simplement. La plupart des gens sont paniqués, vont commencer par vendre. Mais c'est pas comment dire, la, la réaction la plus rationnelle, on est d'accord. Une réaction tout à fait émotive. Nous attendons même à ce que quand nous achetons une action, et il y a même, comment dire, un nom qui a été donné à ça, on appelle ça l'effet Lynch. Alors, Peter Lynch a constaté que peu importe l'action dans laquelle elle allait investir, dans les prochains mois, qu'elle allait suivre sa période à date où il a acquis les actions, que l'action allait commencer par chuter drastiquement et pouvait aller jusqu'à atteindre une valeur de 50% par rapport à la valeur plus auquel il a acheté les actions. Et donc, dans ces futurs investissements, il s'attend à ça en fait. Donc, c'est un phénomène complètement normal et nous y attendons. Il ne faut pas paniquer, pas du tout.
Bien sûr, c'est merveilleux, je veux dire, pensez à lui. Le jeune homme avec qui je parlais hier a probablement 25 ou 26 ans et il a le reste de sa vie pour investir. Supposons que les marchés peuvent finir à 36 000 au moment où vous prenez votre retraite. Vous voulez investir tout votre argent et vous endetter quand le Dow Jones est à 35 000 au dernier moment, ou investir très tôt quand il est à 9 000. Pensez-y juste une minute. C'est mieux d'avoir un long moment pour investir à bas prix. Et là encore, c'est un point assez intéressant. Là, il dit d'investir assez tôt pour les avoir à bas prix. Et je vais insister sur ça parce que, par exemple, dans le groupe, il y a des gens qui pensent que si on sait avant qu'une action va connaître une correction, d'attendre le début de la correction avant d'investir dans l'action. Ça, comme je l'ai dit, c'est déjà timer le marché. C'est déjà prouvé qu'on peut timer le marché, c'est faux. Et deux, c'est ne pas investir à son propre protocole d'investissement. Donc, le protocole dit quoi? Si l'action est décotée, tu achètes. Il n'y a pas de... C'est décoté, mais j'attends... Parce que tu as ton critère de décote, en fait. On est d'accord, tu connais la valeur intrinsèque que tu as calculée. Est-ce que tu n'es pas calculé de valeur intrinsèque? Et là, toi-même, tu ne sais pas exactement quand est-ce qu'il faut acheter. D'accord? C'est certainement un avantage effrayant pour ceux d'entre nous qui ont un peu d'argent sur le marché aujourd'hui de penser que c'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction parce qu'à long terme, l'investissement dépend de l'accumulation d'argent à des prix raisonnables et non à des prix gonflés comme nous avons actuellement. Je pense également que l'économie en général et les marchés financiers sont toujours repris par un retour à la réalité. Lorsque vous quittez la réalité et vous vous écartez des lois de la gravité, il n'y a rien d'autre que de mauvaises choses qui peuvent arriver et plus vous volez haut, plus vous tombez lourdement. Et là, je vais en profiter pour dire un truc intéressant. Il y a ce phénomène de correction là en bourse. On appelle ça aussi le retour à la moyenne, c'est un autre nom de cette. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, je veux dire, ce n'est pas toutes les actions qui connaissent des envolées spectaculaires, qui doivent connaître ces envolées spectaculaires. Donc, je prends par exemple le cas de Sicor qui s'envole. Sicor ne s'envole pas parce que c'est logique ou normal que ça s'envole. Ça, c'est une irrationalité du marché. Parce que vous pouvez voir les états financiers de Sicor, ils en publient. Vous pouvez voir la santé financière de l'entreprise. Et donc, vous savez que ce n'est pas ce qui se passe en bourse ne reflète pas du tout, d'accord, les fondamentaux de l'entreprise. Et ça, c'est logique. Donc, ce n'est pas parce qu'une action s'envole qu'on s'est trompé et qu'en fait, on aurait dû acheter et qu'on n'a pas acheté, que c'est le moins stabilisé. Pas du tout. C'est irrationnel. Tôt ou tard, il y aura une correction. Un retour à la moyenne. Donc, de la même manière qu'il peut y avoir des irrationalités vers le bas, donc des actions qui ont de bons fondamentaux vont moins performer, ça c'est une irrationalité. Donc, de cette même manière, il y a des actions qui vont connaître une irrationalité vers le haut, donc qui vont surperformer le marché et qui ne devraient pas en fait. Tôt ou tard, il y aura une correction à la moyenne. Nous sommes allés assez haut et je pense que c'est une bénédiction que nous soyons revenus un peu plus proches du sol.